Produit par Binge Audio. Attention, cet épisode comporte des récits de violences sexuelles qui peuvent être choquants. Tout a dysfonctionné. La gendarmerie, la justice, l'ordre des médecins, l'hôpital, l'État, les autorités de santé. Tout a dysfonctionné dans cette affaire. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, au milieu des années 2000, la justice a eu l'occasion de stopper le parcours criminel de Joël Le Squarnec quand il est pris dans un vaste coup de filet visant les réseaux pédopornographiques sur Internet. Mais il s'en sort avec une condamnation très légère, 4 mois avec sursis, sans obligation de soins et surtout sans enquête approfondie et sans entrave à sa profession de médecin qui pourtant lui donne accès à tout un tas de victimes potentielles. Parmi les responsabilités qui aujourd'hui interrogent, il y a celle de l'Ordre des médecins, l'organisme chargé de défendre et de réguler la profession. Un ordre qui va mettre du temps à apprendre la condamnation du docteur Le Squarnec suite à des lenteurs et à des dysfonctionnements du côté du parquet, mais qui va finir par en être avisé en 2006. Ils finissent par recevoir la notification de la condamnation de 2005. Marika Mathieu, journaliste, autrice de L'Impuni, histoire d'un déni collectif paru aux éditions Studio Fact. Avec un problème, ce praticien a malgré tout été titularisé, ce qui n'aurait pas dû être possible dans les conditions normalement de la mention de cette condamnation. Alors c'est déjà un problème, parce que comment on va faire maintenant, voilà, il est titulaire, alors est-ce qu'il faudrait le révoquer? Ces questions-là peuvent se poser. Le tout c'est que malgré finalement l'information qu'ils ont en main, le dispositif qu'ils vont mettre en place pour vaguement donner un avis, parce qu'il le faut, ils ont un problème. Il y a une convocation, une petite note en a réchappé, manuscrite de la part du président de séance, là encore, qui mentionne vaguement des problèmes de couple, un homme qui finalement assume que tout ça n'était que une mauvaise passe dans sa vie. D'accord, ça n'a pas l'air de durer longtemps. Le Squarnec a parlé plus tard en audition du fait qu'il ne s'était pas senti aucunement inquiété, qu'il avait passé même plutôt un bon moment avec ses pairs finalement. Il a reçu en plus le conseil des lettres de défense. Le directeur de l'hôpital de l'époque de Le Squarnec a envoyé une lettre indiquant à quel point ce praticien était précieux pour lui. Donc tout le monde est déjà prêt à se dire en fait l'essentiel ça va être de trouver juste une manière de faire avec, de passer la main éventuellement, et donc le délibéré, la séance plénière qui va servir à l'ordre des médecins à se positionner finalement sur ce cas, eh bien ils vont répondre sur 18 à 17, ils vont répondre que la condamnation de Joël Le Squarnec ne pose aucun problème en termes de moralité et d'adéquation avec la pratique professionnelle qui est la sienne, malgré qu'il soit donc évidemment chirurgien gastrique en exercice avec des activités pédiatriques régulières. Aucune question sur ce terrain, aucune question sur le lien, aucune enquête pour avoir même minimalement la vie, par exemple, de certains de ses collègues. Rien. Aucune question, encore une fois, et ça a été ensuite une manière de dire renvoyons ça encore plus haut au ministère de la Santé, où on va retrouver des rouages assez similaires, vaguement un léger ennui en se demandant comment faire avec cet homme qui ne devrait pas être à cette place, mais au final, même si on présente quand même quelques arguments moraux, on va faire très simplement avec. Et il faut bien comprendre que si c'est possible, s'il a pu continuer à exercer, s'il a pu continuer à commettre des viols et agressions sexuelles à compter de son arrestation en 2004, c'est bien que tout a dysfonctionné. Hugo Lemonnier, journaliste, auteur de Piégé dans le journal intime du docteur Le Squarnec, paru aux éditions Nouveau Monde. Il aurait suffi qu'une seule personne, qu'une seule institution remplisse son rôle, on va dire, son rôle à fond, pour que cette catastrophe ait pu être évitée. Sauf que là, puisque tous ont failli, 54 personnes, selon la justice, ont été victimes de viols et agressions sexuelles. 54 patients, auxquels s'ajoute la petite voisine qui a été victime de viol. Voilà notre dette commune. L'ordre des médecins va considérer que ce n'est pas son sujet, que ce n'est pas son travail, et ils vont laisser gérer l'État, entre guillemets. Donc ils transmettent l'information aux autorités de santé, à l'État. En revanche, ce n'est plus leur sujet. Et aujourd'hui, en tout cas depuis 2019, l'Ordre des médecins nous dit « Mais attendez, si nous, on n'a rien fait, ce n'est pas parce que nous ne voulions pas. Évidemment, on aurait voulu.
mais c'est que nous ne pouvions pas. C'est que la loi, à l'époque, ne nous permettait pas de le poursuivre, nous, directement. Alors effectivement, il y a un article du Code de la santé publique qui parle de cela, sauf que, manque de chance, cet article de loi, il ne porte que sur les actes commis à l'occasion d'une mission de service public. C'est-à-dire que, globalement, à l'époque, l'Ordre des médecins ne pouvait pas poursuivre un chirurgien, par exemple, pour une erreur médicale. Voilà. En revanche, pour tout le reste, l'Ordre des médecins pouvait parfaitement le poursuivre. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon interprétation de la loi, c'est la jurisprudence de l'Ordre des médecins lui-même. L'Ordre des médecins qui, aujourd'hui, sur le banc des parties civiles, nous dit qu'il ne pouvait pas poursuivre Joël Le Squarnec, c'est faux. Ils pouvaient, ils n'ont rien fait. Pourquoi ? Ça, c'est leur affaire. Je ne le sais pas, ils n'ont pas souhaité me répondre. Et alors, au niveau de l'État, parce que donc l'Ordre des médecins transmet tout ça à l'État, mais alors là, c'est encore un autre champ de défaillance, parce qu'ils ne vont tout simplement rien faire. Joël Le Squarnec, normalement, il aurait dû être en retraite à partir de 2015. On va le prolonger. Joël Le Squarnec, il va, à compter du moment où il est découvert, il va dire à son directeur, il va dire à toutes les autorités de santé que oui, en effet, il a été condamné, mais personne ne voit le problème. Lors de son arrestation, en 2017, on l'a dit dans l'épisode précédent, après le viol commis sur sa petite voisine à Jonzac, en Charente-Maritime, la justice pousse cette fois plus loin ses investigations et met la main sur les disques durs de Joël Le Squarnec. Mais encore faut-il ensuite les exploiter. Et c'est grâce à la ténacité d'une officier de gendarmerie que l'affaire va prendre un vrai tournant avec la découverte du fameux journal intime. Il y a eu une gendarme qui s'est saisie du dossier au début pour découvrir justement ces milliers de pages de photos, de vidéos, tout ce qui en fait finalement découvrait la personnalité et les agissements réels de cet homme. D'ailleurs, ce qui pouvait sembler encore une fois une agression sexuelle certes, mais banale, avec un vieux monsieur qui se serait comporté de manière un peu vicieuse avec la petite voisine. On sait que ces affaires-là ne se font pas généralement long feu ni dans les cabinets d'instruction, ni même au sein de la gendarmerie. Mais c'est vrai que c'est elle qui va recevoir au début cette charge, et on peut évidemment parler de charge et évidemment de courage dans la manière de parcourir ces milliers de fichiers. Il faut bien dire que c'est ne pas avoir le choix. On n'allait pas refermer tout ça et ne pas investiguer. Donc oui, elle a dû faire le boulot et elle l'a bien fait. Et en tout cas, toute la première partie de l'enquête était entre ses mains. Cette femme, elle a beaucoup donné. Parce qu'elle a fait un travail que je trouve remarquable, mais vraiment remarquable. Elle a repris chaque passage. Et elle a fait des PV de synthèse qui, pour ma part, en tout cas, lorsque j'ai dû enquêter sur cette affaire-là, ont été des bouées de secours, en fait. Parce que le journal intime de Joël Le Squarnec, faut bien comprendre qu'il ne se lit pas, il se subit. Le journal intime de Joël Le Squarnec, c'est une succession de passages qui sont toujours structurés de la même manière, avec des obsessions, des violences sexuelles qui, lorsqu'elles ne sont pas commises, lorsque ce ne sont pas des gestes qu'il s'attribue, ce sont des fantasmes, entre guillemets, ce que les gendarmes ont appelé des fantasmes. Mais pour ma part, ça va bien au-delà. C'est de la violence textuelle qui supplée à la violence sexuelle. Ce sont vraiment des atteintes à la dignité humaine. Il faut bien le comprendre. Et donc, cette gendarme, elle a navigué dans cet océan de perversion. Et elle a retrouvé des centaines de victimes. Elle a identifié, toute seule, en 4 mois, 346 personnes. C'est considérable. Et elle n'a eu aucune aide. Il faut bien comprendre que l'affaire Joël Le Squarnec, c'est un miracle judiciaire. Joël Le Squarnec, qui se fait arrêter le 2 mai 2017 pour le viol de cette petite fille, si on n'avait pas analysé, si on n'avait pas exploité, comme l'a fait cette gendarme, ce disque dur, on n'aurait jamais retrouvé les victimes. Et malheureusement, ce qu'on voit dans l'affaire Le Squarnec, c'est que les moyens n'ont pas véritablement été mis. Alors certes, énormément de gendarmes ont contribué à cette affaire, puisqu'il a fallu auditionner toutes ces victimes réparties sur tout le territoire national, etc. Donc vous avez des centaines de gendarmes qui ont été mobilisés.
Mais au-delà de ça, vous aviez que 5 gendarmes qui bossaient à temps plein sur ce dossier. Vous n'aviez qu'un procureur, vous n'aviez qu'une juge d'instruction. Et cette juge d'instruction, elle avait 150 autres dossiers par ailleurs. C'est dans ces conditions-là qu'une telle affaire a été instruite. C'est clairement de la maltraitance institutionnelle. Et le problème de cette maltraitance institutionnelle, c'est qu'elle s'exerce aussi sur les victimes. Parce que ces personnes-là, on est allé les chercher, on est allé les appeler un beau jour pour leur dire « Écoutez madame, écoutez monsieur, il va falloir vous présenter à la gendarmerie, on a quelque chose à vous dire. » On les a confrontés à des écrits atroces et on les a laissés dehors, sans suivi psy, sans rien. Donc aujourd'hui, France Victime essaye de rattraper le coup, essaye d'être présente au procès, c'est sa mission et tant mieux. Malheureusement, d'une certaine manière, ça n'a pas été un sujet pendant l'instruction. Ça n'a pas été un sujet. Alors une fois qu'il y a eu la médiatisation, etc., il y a eu quand même des réunions d'information, etc. Mais sinon, ces personnes, pendant des années, elles sont restées sans aucune information sur la procédure. On les a vraiment laissées toutes seules avec ce choc traumatique immense, à savoir, vous avez été victime d'un énorme pédocriminel, d'un type qu'on présente comme le pervers ultime. Mais maintenant, il va falloir attendre. La difficulté supplémentaire qu'a dû affronter une partie de ces victimes, c'est de se découvrir victimes, justement, alors qu'elles n'en avaient pas le souvenir. Pour certaines, les faits ne s'étaient pas imprimés dans leur mémoire ou avaient été commis alors qu'elles étaient inconscientes. Il n'empêche, une bonne partie, à l'inverse, soit s'en souvenait, soit a pu comprendre via la révélation de ces agressions des troubles, des problèmes, des souffrances rencontrées dans leur vie et qui sans doute sont en connexion directe avec les violences commises par le Skwarnek. Ces très très nombreuses victimes, elles ont eu à subir une autre violence, celle de se voir éclipsées par la figure très encombrante de leur agresseur présumé, qu'on a très rapidement et parfois très complaisamment présenté comme le monstre, le cinglé digne d'un mauvais thriller avec ses collections de poupées, ses archives pédocriminelles et ses perversions par dizaines. Des mécanismes qui ne sont pas sans rappeler ce qui s'est passé dans le traitement de l'affaire de Mazan, le procès Pellico, auquel il est difficile de ne pas penser quand on aborde le dossier Le Skwarnek. On n'en sort pas de cette lecture sous forme d'excès, de particularité, le monstre qui revient. Ça a été d'ailleurs longtemps la même chose dans les violences sexuelles en général. C'est vrai que sur la question des femmes, on a un tout petit peu avancé, mais c'est ce que nous a rappelé Gisèle Pellico et qui exige notre attention aujourd'hui pour regarder l'affaire Le Skwarnek. C'est de retourner le prisme des monstres. C'est de regarder au contraire ce qu'il y a de normal, ce qu'il y a de banal, ce qui fait que des dizaines et des dizaines d'hommes peuvent entrer dans une maison la nuit, violer une femme inconsciente et repartir et s'endormir auprès de leur compagne en trouvant ça normal. Que leur femme elle-même aille sur les perrons des tribunaux pour dire « mais qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le problème avec ça ?» Et qui raconte, encore une fois de l'intérieur, combien nous sommes toujours encore à côté, combien nous sommes encore agrippés à ces stéréotypes, à ces manières. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on est agrippé à ces lectures-là ? Parce que c'est les lectures normatives, c'est celles avec lesquelles on est habitué à faire. C'est celles qui font que même dans notre plus grande intimité, justement dans ces histoires, dans ce qu'elles soulèvent, nous agrippent à des fonctionnements, encore une fois, ordinaires, parce que ce sont les fonctionnements du système. C'est le piège du journal intime. Parce que quand on écrit sur cette affaire, il y a, d'une certaine manière, la promesse éditoriale de « vous allez être dans la tête du violeur ». Et on le voit avec toutes ces séries qui sont faites sur Netflix ou autres, où on est vraiment avec le serial killer, etc. Et ben là, c'est exactement ça. On est dans la tête du violeur. Donc oui, il y a eu une médiatisation qui a été outrancière parfois. Parce que on était vraiment dans cette mise en scène de la toute-puissance du prédateur. Ce qui est vrai. Mais nous, ce qui, pour ma part, doit nous intéresser, c'est ce que cette prédation dit de nous. Et en réalité, quand on se laisse berner, quand on se laisse fasciner par cette figure du pervers ultime qui collectionne toutes les paraphilies, même les plus dégueulasses, en fait, on perd de vue ce qui doit nous alerter, c'est comment a-t-il pu faire autant de victimes. Et ça, c'est vrai dans la famille, où on doit comprendre ce système incestueux.
Et il faut comprendre comment il a agi à l'hôpital. Et ça, ce procès-là, cette affaire-là, c'est l'affaire de la toute-puissance médicale. Et c'est manifeste. C'est-à-dire que quand vous reprenez tous les travaux parlementaires qui ont eu lieu ces dernières années sur les violences sexuelles en institution, l'hôpital, le cabinet médical, n'est jamais pensé comme un espace de danger. Dans la trajectoire criminelle de Joël Le Squarnec, c'est patent. C'est-à-dire que Joël Le Squarnec, par exemple, on le laisse seul avec les patients. Il fait la visite seul, il se balade. Et ça, dans la presse, on a dit, et puis dans le dossier aussi, on a dit oui, c'était un passe-muraille, il y avait son côté phallo, voilà, c'est un personnage sans relief, etc. Mais en réalité, c'est surtout que c'est un chirurgien. Un chirurgien, on ne questionne pas ses faits et gestes. Vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignante, vous êtes aide opératoire, anesthésiste. Le chirurgien, c'est le boss, quoi. Donc on ne va pas questionner ses faits et gestes. On ne va pas lui imposer notre présence. Et pour les infirmières, pour les aides-soignantes, parfois aussi ça dépanne, hein. Joël Le Squarnec, il se propose de faire la visite tout seul. Vous êtes débordé, vous devez faire un pansement, un truc, un machin. Vous le laissez. Et donc, lui, il se baladait. Il faisait ce qu'il voulait. Et les enfants, en fait, on leur a appris toute leur vie qu'il ne fallait pas questionner les faits et gestes des adultes, et encore moins d'un médecin. Et d'ailleurs, certains de ces enfants ont parlé. Ils ont dit, le monsieur, il m'a mis la main à la zézette, ou il a touché mon kiki, ou il m'a mis un doigt dans les fesses. Les parents, de bonne foi, ils se sont dit, oui, c'est un médecin, c'est normal. C'est un médecin viscéral, donc c'est-à-dire qu'il s'occupe des appendicites, des hernies inguinales, ce genre de choses, bref, de la médecine du bas-ventre. Donc oui, l'appareil génital, c'est pas loin, toucher rectal, ça existe, donc c'est cohérent, quoi. Donc on questionne pas ces faits et gestes. On ne les questionne jamais. Il y a le sujet hôpital qui ne pense pas la vulnérabilité des corps, qui ne pense pas les violences sexuelles comme une possibilité d'autant plus renforcée qu'il y a ces corps à disposition. Donc ça, c'est le scandale qui sera soulevé dans le traitement de l'affaire, je l'espère, et à la hauteur qui le mérite. Mais autrement, on parle de ces cercles ordinaires dans lesquels, effectivement, des hommes agissent ainsi parce qu'ils le peuvent. Et c'est ça qui est important d'aller regarder là en disant, comme Gisèle Pelicot, au travers de cette affaire, regardez la banalité, regardez ce qui nous fait faire avec au quotidien, ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait travailler au quotidien dans, finalement, la banalité, la normativité associée à la reproduction des violences sexuelles. Quand on prend vraiment la mesure de ça, on comprend combien on est imbriqué dans la reproduction de cette violence sexuelle, imbriqué dans ces manières de faire avec, dans ces manières de laisser passer. Pour résumer cette affaire, c'est une formidable occasion d'étudier ces manières de laisser passer et de réfléchir et enfin de penser aussi des manières de faire différemment, de changer la norme, de changer nos pratiques, nos manières de voir et de sentir autour et au travers des violences sexuelles. Si on ne fait pas ce travail-là, alors ce procès sera muet d'une certaine manière. Et on ne fera reposer la responsabilité des changements de notre société que sur les seules épaules des victimes qui aujourd'hui, pour beaucoup, se retrouvent à la barre, accablées par un traumatisme, et elles ne sont pas en capacité de se battre. Ces personnes-là, elles viennent obtenir justice, mais peut-être qu'elles n'auront pas envie de descendre dans l'arène. Mais il ne faut pas attendre qu'elles le fassent elles. Il faut que nous prenions notre responsabilité. Parce que, encore une fois, les changements sociétaux, les changements de nos institutions ne doivent pas reposer sur les épaules des victimes. Gisèle Pelicot, elle a dû prendre d'une certaine manière sa part en ouvrant les débats. Et ça, déjà, ça a été immense pour elle. Mais une fois qu'elle a fait cela, nous, d'une certaine manière, en tant que journalistes, en tant que société, on a pris notre part parce qu'on a réfléchi sur ces débats-là. Si on ne le fait pas là, alors que les débats sont ouverts et qu'on a 4 mois de procès, on aura complètement raté. Et l'affaire Le Squarnec restera l'affaire de ce grand pervers, de ce grand psychopathe, appelez-le comme vous voulez, mais elle ne nous dira rien et nous ne changerons pas. Et vraisemblablement, il y en aura d'autres. Parce que
les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si ce ne sont pas les médias qui s'en emparent, qui décident de voir autre chose, de poser d'autres questions, y compris celles de ce qui est dénoncé par les victimes elles-mêmes, cette organisation, ce procès, cette manière effectivement pour l'ordre des médecins de se tenir à leur côté en solidarité sans assumer quoi que ce soit du processus ayant conduit à ce procès qui, encore une fois, n'aurait jamais eu lieu si Joël Le Scornac n'avait pas voulu tenir archive de ces crimes. Donc, cette absence de questions, et c'est vrai que ça rejoint toujours le problème de la justice tel que d'ailleurs il se pose depuis Outreau. La remise en question dont on a besoin, c'est de celle de la société qui, en amont, accepte de regarder en face ce qui se joue dans ces affaires. Parce que sinon, on n'en sort pas. Je pense qu'on peut le faire dans toutes les rédactions de France, d'assumer de regarder l'envers de ce dossier, l'envers de ce procès, et de dire d'ailleurs que des procès parfois ne posent pas les questions dont la justice a besoin pour avancer. Merci à Marika Mathieu et à Hugo Lemonnier pour leurs réponses et pour leurs travaux. Le livre de Marika, il s'appelle « L'impunie, histoire d'un déni collectif ». Il est dispo aux éditions Studio Fact. Celui d'Hugo, c'est « Piégé dans le journal intime du docteur Le Scornac » et il est paru aux éditions Nouveau Monde. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.